Eh bien, merci, professeur Carré. On va donc maintenant passer la parole à la salle, s'il y a des questions. Alors, pour justement lancer tout de suite et ne pas perdre de temps, je m'adresse à nos confrères rhumatologues. Que penser d'un jeune maçon de 29 ans qui a eu 2 arrêts de 15 jours à 2 mois d'intervalle, et puis le bilan radiologique a conclu à une dystrophie de Scheuermann? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il vient avec ses radios, il dit « Le docteur m'a dit que j'avais une prédisposition à l'invalidité ». Qu'est-ce qu'on lui répond? Alors on le rassure surtout. Donc c'est une pathologie très fréquente que vous pouvez voir. Alors ça donne un aspect un peu feuilleté des plateaux vertébraux, souvent assez étagés. Et normalement, ce n'est pas symptomatique. Donc ça n'a pas été responsable, en tout cas, des 2 épisodes de lombalgie. Et donc, parce que là, on est sur un rhumatologue qui lui avait dit, surtout, arrêtez tout. Le rhumatologue lui avait dit, surtout, je fais de la prévention, en lui disant qu'il faut qu'il change de métier tout de suite. Est-ce que vous suivez ce conseil? Non. Merci, c'est mon avis. Oui, s'il vous plaît. C'est le patient qui vous a dit que le rhumatologue avait dit ça. C'est une remarque importante. Alors, en fait, ils retiennent aussi, voilà, souvent dans la discussion, ils nous rapportent des choses. En fait, ils retiennent que des fois, même pas 1/10 de la discussion, et ils retiennent peut-être que ce qui les arrange, ce qui va dans leur sens, alors que peut-être que tout le discours était autre auparavant. Mais... Là, je vous ai sorti le discours du rhumatologue que j'ai eu au téléphone. Alors, tant que j'ai le micro, j'aurai une autre question. Sur la place de l'écho dans le diagnostic des pathologies inflammatoires, vous n'en avez pas parlé dans les anthésopathies, dans les... Alors, pour la spondyloarthrite, alors, on fait effectivement de l'écho pour les anthèses, alors surtout les tendons calcanéens, les épicondyles. Donc, ça peut nous aider à retrouver des éléments objectifs d'inflammation chez des patients qui souvent ont des douleurs et voilà, tout le bilan est normal, donc ça peut nous aider. Même si c'est rarement positif quand même. Mais on s'en sert. L'écho des anthèses. On s'en sert au même titre que l'IRM sacro-iliaque. On fait facilement une écho des anthèses dès qu'il y a des thalalgies. Oui, s'il vous plaît, une question pour le professeur Kerr. Celui-là. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un risque accru et concret de fibrose post-opératoire conséquente à une reprise d'activité prématurée et ou excessive liée à l'organisation de l'édème qui ne serait pas suffisamment résorbée, pas encore suffisamment résorbée. Est-ce qu'il y a dans votre expérience un risque de fibrose lié à ça? La fibrose, globalement, c'est un terme pardon. La fibrose, si vous voulez, c'est un terme qu'il faut oublier, à mon avis. Non, mais la fibrose, à partir du moment où vous prenez un bistouri et vous coupez quelque chose, il y a une cicatrice qui se fait. La fibrose, c'est ça, c'est la cicatrice. Ça n'est en rien pathologique. Ça n'est en rien pathologique. Donc il y a quelques boîtes qui ont sorti des produits qui sont censés éviter la fibrose, éviter la formation d'un tissu cicatriciel. Ça ne sert à rien. La fibrose en soi n'est pas quelque chose de pathologique. Ce qui est pathologique, c'est, si vous voulez, cette notion de fibrose, elle remonte à une époque où on ne connaissait pas la notion de douleur neuropathique. La première occurrence dans la littérature internationale du terme de douleur neuropathique, de neuropathic pain, si vous regardez sur PubMed, c'est 1990. Et c'est des notions qui se sont généralisées 10 ans plus tard. Donc pendant très longtemps, on a été confronté, enfin pas moi, mais les générations précédentes, à des problèmes de douleurs chroniques post-chirurgicales qui étaient des douleurs neuropathiques. Simplement, on ne savait pas que c'était des douleurs neuropathiques parce que la notion même de douleur neuropathique n'existait pas. Et donc les chirurgiens qui étaient bien dépourvus reprenaient ces malades chirurgicalement. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient? De la fibrose. Mais ils trouvaient de la fibrose chez ces malades-là parce que ceux qui n'avaient pas de douleur, ils ne les réopéraient pas. Et donc, ils ne trouvaient pas de fibrose, par définition.
Donc c'est en réalité un problème de douleur neuropathique. Alors la physiopathologie de ces douleurs neuropathiques, c'est donc des douleurs qui résultent de lésions du système nerveux et qui sont des douleurs séquelaires de ces lésions du système nerveux. Pourquoi certains patients opérés en chirurgie rachidienne font-ils des problèmes de douleurs neuropathiques? C'est toujours extrêmement délicat. L'impression que l'on en a simplement, c'est que il est quand même exceptionnel, heureusement, que le geste chirurgical lui-même soit à l'origine de douleurs neuropathiques. Il ne nous arrive pas tous les matins de couper des racines, si vous voulez. Mais sur une même intervention, on a des patients qui vont aller très bien et quelques-uns de temps en temps qui font des douleurs neuropathiques. Simplement, il est probable que ces douleurs neuropathiques, elles surviennent quand même sur des terrains un peu particuliers, de douleurs évoluant depuis longtemps et de troubles neurologiques préexistants. Quand vous avez une hypoesthésie franche et a fortiori un déficit moteur, ça témoigne très clairement de l'existence d'une lésion de cette racine nerveuse qui est un facteur favorisant majeur de douleurs neuropathiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Oui, vous avez parlé de délai de retour au travail sur des lombalgiques. Quel délai vous donnez avant une intervention sur hernie discale et quelles sont les indications vraies de l'intervention sur la hernie discale? Alors, tout dépend. Alors, globalement, les situations d'urgence, vous les connaissez. Il y a eu une publication de l'ANAS en, je ne sais plus en quelle année, 2002, je crois, sur ce sujet. Il y en a 3. C'est le syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la queue de cheval qui est défini par des troubles sensitifs du bassin. Premièrement. Deuxièmement, sciatique paralysante ou sciatique avec un déficit moteur qui progresse. La définition de la sciatique paralysante étant un déficit moteur inférieur ou égal à 3. Donc en théorie, un déficit moteur à 4 sur 5 n'est pas une indication chirurgicale urgente, en théorie du moins. Et la troisième situation, c'est la hernie hyperalgique, en sachant que la hernie hyperalgique, c'est difficile à définir. Théoriquement, enfin, sciatique hyperalgique, pardon. Théoriquement, ce sont des douleurs qui résistent au traitement morphinique. Alors, les gens qui se tordent de douleurs en hospitalisation avec 120 mg de Skénan, c'est quand même relativement rare, finalement. Et sinon, les indications chirurgicales en dehors de l'urgence, c'est l'échec du traitement médicamenteux. Et tout dépend de la définition qu'on en donne, dépend beaucoup de l'intensité des douleurs, finalement. On a des gens qui ont des douleurs supportables, qui vont venir nous voir après 6 mois d'évolution de la douleur, et on a des gens qui, au bout de 2 mois, ont à peu près fait le tour et qui ont déjà été infiltrés, qui viennent nous voir avec 60 mg de Skénan. Donc, on peut très légitimement leur proposer une intervention chirurgicale à 2 mois. Globalement, je crois que ce qu'on peut retenir de façon assez simple, c'est que on n'opère pas les gens on n'opère pas les gens avant 6 semaines. Voilà, parce qu'on sait très bien que ça arrive de temps en temps quand on a on va voir des patients qui arrivent qui souffrent depuis 3 semaines, 1 mois, et au bout d'un mois ils sont à l'acmé de la douleur. C'est une sciatique à 3-4 semaines, c'est là que c'est absolument horrible. Mais dans 90% des cas, c'est une douleur 2, 3, 4 semaines plus tard, enfin 1 ou 2 semaines plus tard, elle va commencer à décroître, et puis 1 mois plus tard, il ne restera plus rien. Donc il faut, à mon sens, s'il n'y a pas de signe neurologique particulier, il ne faut surtout pas opérer des patients qui ont mal depuis 1 mois. Oui, vous m'entendez? Oui, que devient un disque après ablation d'une hernie? Quelle va être sa résistance? Comment il vieillit, un disque opéré? Il n'y a pas, à ma connaissance, d'études qui aient été faites sur le devenir du disque après chirurgie. Ce que l'on retire dans le moment de l'intervention chirurgicale, au niveau lombaire, hein, on ne retire pas le disque, hein, on retire les hernies discales. Les hernies discales, c'est une fissuration de l'annulus, et vous avez un morceau de nucleus pulposus, hein, du centre du disque, qui est parti par cette fissure et qui est parti dans le canal. Ce qu'on retire, c'est ça. Voilà. Donc on ne fait pas de suivi IRM systématique
après de la chirurgie de hernie discale. Et voilà. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de travaux scientifiques qui aient été faits sur ce sujet. Bonjour, une petite question. Qu'en est-il du recul des prothèses discales? Parce que moi j'ai 2-3 cas, pas dans le BTP, hein, mais avec une bonne récupération. Mais je suis au fond. Pardon. Ah oui. Oui, pas dans le BTP. Non, les prothèses discales. Alors, les prothèses discales sont utilisées globalement pour des situations de lombalgie discogénique. Karine Dufour en a parlé tout à l'heure. C'est ces patients qui sont en général des patients jeunes qui ont des lombalgies avec des lombalgies plutôt d'horaire inflammatoire avec à l'IRM en général cette modification de signal de type modique 1, c'est-à-dire l'hyper-T2, hypo-T1 au niveau des plateaux adjacents. Le cheminement de ces patients, c'est en général rhumatologue, programme de rééducation dont vous avez parlé tout à l'heure. Il faut quand même un programme de rééducation spécialisé si on veut avoir des résultats corrects. C'est pas du ressort du kinésithérapeute libéral, à mon avis, absolument pas. Et la chirurgie ne sera proposée que des patients qui sont dans des situations d'échec après une prise en charge rééducative qui a été correctement faite. Alors la question chirurgicale se pose à ce moment-là. Pendant longtemps, on a fait des discographies, des injections dans le disque pour essayer de corréler l'image IRM avec la douleur du patient. Alors, on fait une ponction dans le disque, on injecte du sérum salé et on voit si ça déclenche la douleur habituelle du patient. Je crois que c'est abandonné par la plupart des centres aujourd'hui, parce qu'on sait que le modique 1 est quand même bien corrélé avec un tableau de lombalgie discogénique à peu près clair. Donc la question donc le type de geste chirurgical qu'on peut réaliser, pendant longtemps ce qui a été fait c'était des arthrodèses, c'est-à-dire cette articulation est douloureuse, on la bloque, et effectivement on a la possibilité de mettre en place des prothèses discales. Moi personnellement j'en ai pas, donc je ne peux pas vous donner mon appréciation personnelle sur le sujet. On n'a pas de très grosses études publiées sur ces questions-là. J'ai effectivement en tête des résultats qui sont des résultats tout à fait intéressants. J'en ai vu aussi des très mauvais. Donc je ne peux pas vous donner de résultats synthétiques sur le devenir de ces patients après prothèse discale. Les disques lombaires, ça pose quand même pas mal de problèmes biomécaniques. Et on n'est pas du tout arrivé à avoir pour l'instant des prothèses qui puissent reproduire de façon complète les fonctions du disque. On a les fonctions en termes de mobilité, mais on n'a clairement pas la fonction d'amortissement qu'a un disque normal. Les deux cas que j'ai sur les douleurs, c'est spectaculaire, et sur l'antéflexion, c'est spectaculaire. Mais bon, c'est pas j'en ai une, c'était une secrétaire, et j'en ai une autre, elle travaillait quand même en blanchisserie industrielle. Là, ça a été vraiment spectaculaire. Et là, j'en ai une qui va être opérée là, prochainement. Bon, elle est agent d'entretien dans une mairie. Oui, bonjour. À l'examen clinique de mes lombalgiques, je trouve très souvent, pour pas dire toujours, une hyperlordose avec une musculature quand même très très tonique. Est-ce que vous pensez que ça pourrait générer des lombalgies par hyperpression sur le disque, par exemple, ou par des antésopathies au niveau par une traction musculaire trop importante? Alors aussi sur un retentissement sur l'articulaire postérieur. Dans ce cas-là, si vous avez vraiment une hyperlordose prononcée, il y a souvent une participation de l'arc postérieur, donc il faut essayer de faire une rééducation des lordoses et un renforcement de la sangle abdominale pour essayer de lutter contre ça. Je rappellerai simplement quand même qu'aucun facteur de risque anatomique n'a été identifié dans la genèse des lombalgies chroniques. Donc il n'y a pas d'étude qui corrèle entre lordose et lombalgie chronique. Par contre, le fait d'avoir des capitales musculaires importants, c'est plutôt protecteur
l'installation de la chronicité et du syndrome de déconditionnement. Donc ça, c'est plutôt un facteur positif. C'est parce que c'est des travailleurs du BTP, donc qui sont généralement... Après, il y a la classification des travaux de Roussouli sur la classification en fonction de la pente sacrée, de l'incidence pelvienne, qui semblerait, selon la morphologie du bassin, on serait plus ou moins prédisposé, mais enfin, ça demande d'être confirmé. Et je pense que les chirurgiens en tiennent compte quand ils font des gestes d'arthrodèse de ce morphotype. Oui, ce qu'on a tendance à faire à l'heure actuelle, c'est maintenant où l'équilibre, question d'équilibre sagittal du rachis sont très à la mode, effectivement, ça s'étudie, il y a pas mal de possibilités de quantification qui existent, il y a des morphotypes rachidiens qui existent, et ce qu'on fait avant de proposer les gestes dont on parlait tout à l'heure, hein, par exemple le choix entre arthrodèse et prothèse discale va se faire beaucoup sur des questions de courbure rachidienne. On ne met pas des prothèses chez des patients qui ont un disque L5 qui est pratiquement vertical, si vous voulez, parce qu'on est sûr que ça va se luxer en post-opératoire. Donc il y a des systèmes d'imagerie, je pense notamment au système EOS là, qui a été développé par Charpak, qui permet de faire d'imagerie, qui permet d'avoir une acquisition du corps entier et de mesurer véritablement la morphologie, enfin l'équilibre sagittal de ce rachis, où on peut voir par exemple la projection des conduits auditifs par rapport aux têtes fémorales. Et ce qui est probable, ce qui est vraisemblable, c'est qu'en fonction du morphotype et en fonction du type de courbure rachidienne que vous avez pas le même type de lombalgie et pas les mêmes générateurs de la douleur. J'en reviens toujours à mon dada. Dernière question. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui. Je suis médecin du travail, service inter-BTP, Île de la Réunion. Alors, dans le cadre du concept biopsychosocial, vous nous avez dit que le port de charge, de posture contraignante, de vibration ne sont pas des causes démontrées scientifiquement, donc des causes démontrées de lombalgie chronique non spécifique. Par conséquent, on peut se demander quelle est l'utilité d'une prévention des risques physiques au travail avec les formations, sensibilisation, gestes et postures, PRAP. Je vais peut-être finir, mais oui, vous voyez que c'est un peu polémique peut-être, mais moi j'ai été un peu déstabilisé ayant participé au stage pré-congrès, donc je trouve très intéressant. Donc je ne remets pas en cause que nous avons beaucoup d'idées reçues, hein, et que ces idées sont non prouvées scientifiquement, et que les causes psychosociales sont fondamentales, que la rééducation précoce, le déconditionnement, c'est fondamental aussi, j'en suis persuadé, mais quelle est votre position par rapport à la démarche préventive des services de santé et des services de prévention des entreprises par rapport aux risques physiques biomécaniques, sachant que cette question s'inscrit dans le cadre du partenariat avec les services de santé dont vous avez parlé également. Alors, j'ai jamais dit que l'exposition aux vibrations n'était pas un facteur de risque, bien au contraire. Les facteurs de risque que j'ai listés, c'était l'exposition aux vibrations, la manutention de charge, et en fait ce que j'ai précisé, c'est que dans la littérature, mais tout n'est pas démontré dans la littérature, les résultats ne ressortaient pas entre les différentes façons de porter cette charge. Est-ce que c'était poussé, soulevé? Donc ça ne ressort pas dans les études. Mais après, dans vos expériences, vous avez peut-être remarqué qu'une façon de porter cette charge était plutôt facteur de risque. Et l'intensité du port de charge. Mais après, l'exposition aux vibrations, ça c'est clairement démontré que c'est un facteur de risque. Je vais répondre parce que j'ai animé moi-même l'atelier. Donc, premièrement, je voulais quand même rappeler les recommandations. Alors, COST B13 HAS, qui concerne la non-efficacité des formations gestes et postures en prévention primaire. Ça, c'est la recommandation. Moi, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est la recommandation. Et je pense que la piste d'avenir, c'est les recommandations de la Société française de médecine du travail concernant la manutention de charges lourdes, qui dit qu'en prévention primaire et secondaire, des interventions multidimensionnelles en entreprise associant éducation thérapeutique, et non pas modèle suédois,
réunion avec conditions et organisation du travail et démonstration d'exercice physique serait intéressante. On n'est pas dans la formation gestes et postures classique conventionnelle. Le problème des formations gestes et postures, parce que c'est nous qui avons écrit les recommandations, c'est faudrait pas sortir de la salle en pensant que c'est bon à mettre à la poubelle et que ça ne sert à rien et que voir que c'est délétère pour nos salariés. Le problème de ces formations, c'est qu'elles sont très hétérogènes et donc très difficiles à évaluer en termes d'efficacité ou de co-efficacité. Donc on ne peut pas recommander de les mettre en place puisqu'il n'a jamais été démontré scientifiquement un intérêt à les mettre en place et quel type de formation, puisqu'elles sont très hétérogènes, serait la plus intéressante. Donc on ne dit pas qu'il ne faut pas en faire, on ne dit pas que c'est délétère, on dit seulement prudence parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui peut se faire appeler formation gestes et postures. Et on n'a pas quand même démontré l'intérêt de manière scientifique dure. Après, pas d'effet délétère, je le dis et on peut le dire vite aussi parce que faut aussi garder à l'esprit que quand on commence à parler de prévention primaire ou de formation gestes et postures ou ce qu'on voudra mettre comme nom là-dessus, on évoque la problématique des douleurs musculo-squelettiques, que ce soit pour les membres supérieurs ou pour le dos, et on sait très bien que le fait d'évoquer ces problématiques-là fait surgir des problématiques de douleur au travail, voire peut renforcer des croyances ou des fausses croyances. Donc prudence par rapport au contenu de ces formations ou informations, et au choix de la personne qui va le délivrer, prudence par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la cohérence des messages délivrés entre les différentes personnes de l'équipe qui les délivreront, surtout avoir des discours cohérents dans le contenu, ne pas se contredire, parce que voilà, on sait très bien que les salariés s'engouffrent dans les discordances et que c'est délétère pour leur santé et pour leurs croyances. Eh bien, la séance de discussion se clôt avec la question très pertinente de notre confrère de l'île de la Réunion, que je remercie d'être venu parmi nous. Et nous pouvons vraiment remercier nos 4 orateurs pour tout ce qu'ils nous ont apporté ce matin. Je pense qu'ils méritent tous nos applaudissements. Merci beaucoup.